Salut à tous et bienvenue dans Match après match, le talk show 100% foot de Téléclub. Au cours de la prochaine heure, nous allons survoler l'actualité du monde du ballon rond avec l'équipe de Suisse et les compétitions européennes qui sont au programme aujourd'hui. Sur ce plateau, pour en débattre, Tim Guim, journaliste à Sport Center, Geoffrey Tréon, le joueur de Neuchâtel Xamax, Laurent Antonioli de la rédaction de Téléclub et Steve Guillot, notre consultant. Messieurs, bonsoir, soyez bienvenus sur ce plateau. Nous sommes en direct et vous pouvez vous aussi, chers téléspectateurs, participer à cette émission. Le hashtag TCMAM sur Twitter ou encore notre post Facebook sur notre page. Vous pouvez sans autre aller commenter la photo que nous venons de publier à l'instant. La sélection de Vladimir Petkovic pour ce premier rassemblement post-mondial était très attendue. Alors il n'y a pas vraiment eu de surprise, mais il y a tout de même largement de quoi en débattre, surtout après un été compliqué pour la SF. « 24 joueurs ont été retenus par le sélectionneur en vue du match de Nations League face à l'Islande. Ce sera samedi et puis le match amical en Angleterre la semaine prochaine. Vous découvrez là la liste exhaustive. Avant de rentrer dans le détail des nouveautés et des absents, on peut quand même se poser la question, messieurs, sur le nombre. 24 joueurs pour ces deux matchs, ça semble énorme. Qui se lance? Tim? Oui et non, parce que Vladimir Petkovic a clairement dit que c'était des matchs de préparation, y compris la Nations League. A priori, la Suisse va pas aller la gagner. Donc, autant tester le plus de monde possible, ça me choque pas, non? Mais ça laisse quand même peu de temps pour tester tout le monde. 24, c'est beaucoup, pas assez, c'est le bon nombre? Non, comme a dit Tim, moi, ça me choque pas. Il y a des jeunes, il y a pas mal de jeunes. Et s'il a envie de les voir à l'œuvre, ben, c'est l'occasion. Donc non, ça me choque pas. Est-ce que cette nouvelle formule permet un nombre illimité de changements où on est dans une compétition officielle où il y a un nombre limité de changements? Non, c'est des matchs officiels. C'est ça. Donc c'est 3 changements uniquement? Tout à fait. À part l'Angleterre. L'Angleterre, là, c'est un match amical, donc c'est différent. Mais moi, je rejoins en effet Geoffrey et Tim. Ce sont des matchs quand même à la base pour préparer les qualifs de l'Euro qui va venir. Donc pour moi, je trouve ça plutôt très bien de voir des jeunes, de voir des nouvelles têtes et puis du coup de tester des joueurs dans des matchs importants. Parce que jouer l'Angleterre, même si ce ne sera pas à Wembley, mais ce sera à Leicester, c'est quand même un match où on veut voir quand même peut-être du répondant pour certains joueurs. Ouais, pardon, excuse-moi, mais au-delà de ça, je pense qu'au-delà du jeu, mais on veut aussi intégrer, voir le comportement des joueurs au sein du groupe suisse. Il y a des joueurs qui n'ont quasiment pas joué dans les joueurs qui ont été convoqués. Les voir aussi aux entraînements, voir comment ils réagissent, comment ils vont être intégrés finalement dans la durée. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir pris 24 joueurs. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci un peu. Non, mais je veux dire, tous les sélectionneurs prennent à peu près ce nombre-là. Si on prend le cas de l'équipe de France, Deschamps a repris pratiquement les 23 qui étaient à la Coupe du Monde. Donc c'est un cadre qui paraît tout à fait normal pour pouvoir faire 2 matchs internationaux qui arrivent. On va passer en revue maintenant les nouveautés pour commencer. Alors, 2 joueurs qui arrivent dans le cadre pour la première fois, c'est Ayeti et Mbabou. Certains qui sont de retour, qui ne faisaient pas partie des 23 joueurs au Mondial et qui reviennent donc dans la sélection. Alors, tout d'abord, Ayeti Mbabou. On en parlait déjà beaucoup pour la Coupe du Monde. C'est logique de les retrouver dans le cadre de Petkovic? En ce qui concerne Mbabou, en tout cas, c'était prévu depuis longtemps. On savait que ça allait arriver à un moment donné. Et puis, pour moi, c'est tout à fait logique que ça arrive maintenant, de par ses performances. Je veux dire, que ce soit dans le championnat suisse ou dans les compétitions européennes, c'est plus que logique et mérité. C'est vrai que c'est logique, mais après, il ne faut aussi pas oublier que Lang est blessé, suspendu aussi pour quelques matchs. Donc, c'était logique que le numéro 2, derrière Lichtsteiner, ça soit Mbabou qu'on allait chercher. Mbabou qui n'était donc pas à la Coupe du Monde, tout comme Ayeti. Ayeti, on en parlait beaucoup pour la Coupe du Monde, et puis finalement, effectivement, il n'avait pas été retenu. Là, il aura sa chance. Oui, il a l'avantage d'avoir du temps de jeu. Déjà, avant la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on en parlait finalement. C'est pas parce qu'il était le meilleur buteur de Super League, ou pas seulement. C'est parce que lui, au moins, il arrivait en forme, contrairement à Seferovic
ou d'autres. Seferovic, il a marqué ce week-end. Oui, il a marqué ce week-end, mais voilà. Retour du froid sur la Suisse. Non, mais c'est intéressant, Seferovic, titulaire en Ligue des Champions, quand même, titulaire en championnat et il marque. Mais pour revenir sur Ajeti, ce qui est intéressant, c'est que c'est un buteur qui, maintenant, depuis plusieurs saisons, enchaîne les saisons à plus de 10 buts. Il en est pratiquement à 30, là, avec le début de saison maintenant avec le FC Bâle. Puis, comme l'a dit Tim, il joue, il a des minutes de jeu en championnat, en Coupe d'Europe aussi. Donc, on veut le voir avec l'équipe de Suisse maintenant. On veut qu'il confirme ce qu'il nous a montré en championnat avec le FC Bâle, avec le maillot de l'équipe nationale. En Coupe d'Europe, il est à l'abri pour un moment là, du tour. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, ce sera plus calme pour lui. Ouais. Je voulais avoir votre avis également sur Tim Klose, qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment avec l'équipe de Suisse et qui sera présent pour ces deux rencontres. Je suis un petit peu la Championship, donc je sais qu'en ce début de championnat, il joue. Et moi, pour moi, c'est pas illogique de le revoir en équipe suisse. Mais on parlait justement de l'absence de Lang. Là, c'est pareil. Elvedi est aussi légèrement blessé, il ne peut pas venir. Et là, il prend en effet quelqu'un qui enchaîne, encore une fois, les saisons avec des matchs. Alors, ce n'est pas un tout jeune, on est d'accord, mais il a plus de 30 matchs depuis maintenant 2 saisons en Championship avec Norwich. Donc, ce n'est pas forcément une surprise. Par contre, c'est vrai que de le revoir en équipe de Suisse, il n'était plus là depuis juin 2017. Donc, on va encore une fois, il connaît en effet le fonctionnement de l'équipe nationale, Klose, mais maintenant, voilà, ça fait un moment qu'on ne l'a plus revu, ça c'est vrai. Non, mais surtout en Proki après. J'ai beaucoup d'affection pour le Lacroix, qui est d'ailleurs réserviste. Je l'aime bien, mais à part lui, on a qui? On a Tim Klose, pour moi, oui, il est en Championship, mais c'est logique, il n'y a personne d'autre. Hein. Ou alors, il faut me dire les noms, je vous attends. Mais... Non, c'est vrai. Déjà, même certains qui sont pris encore, même si ça faisait partie de notre défense centrale du côté de la Russie, mais un gars comme Cher, par exemple, ou Djourou, qui a aussi joué à la Russie, actuellement, il ne joue plus, même pas en championnat. C'est-à-dire qu'avec l'Aspal, il a eu sa chance, mais pas très il a fait longtemps. un match, et maintenant, il n'était même pas convoqué, le dernier contre City. Et puis, Djourou, il fait, depuis le début de la saison, 3 journées de championnat italien, 3 fois sur le banc. Donc, en effet, Klose est un joueur qui joue dans un championnat qui est relevé. Geoffrey, on peut le dire. La 2e division anglaise, c'est un championnat relevé. Donc, encore une fois, en effet, ce n'est pas une surprise. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de surprise dans cette sélection de Petkovic, puisque Ajeti et Mbabou, on pouvait s'en douter qu'il finirait justement tôt ou tard par être sélectionné. Mais moi, je me réjouis de la convocation de tous ces jeunes joueurs, mais surtout celle d'Ajeti, parce que finalement, le secteur offensif de l'équipe suisse reste un véritable problème. Et on voit que la plupart du temps, nos sélectionnés sont des joueurs qui ne cartonnent pas dans leur club et dans leur championnat. Et Ajeti, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est quand même un joueur qui a mis 10 goals la saison passée. C'est pas rien. Et je trouve que même si on ne parle que du championnat suisse, j'estime que c'est un joueur qui est habitué à marquer des goals. Steve, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il faut quand même les mettre, les buts, même si c'est que le championnat suisse. C'est quoi la différence entre un Seferovic qui, pendant une saison, joue, on va dire, une dizaine de matchs par petits bouts dans le championnat du Portugal, ou quelqu'un qui enchaîne les matchs et enchaîne les buts dans le championnat suisse? Moi, je préfère prendre quelqu'un qui marque des buts dans le championnat suisse. Oui, mais on avait aussi Mario Gavranovic qui enchaînait les buts au Dynamo Zagreb et en Coupe d'Europe aussi. Et à Rijeka encore avant. Avec Rijeka. Et est-ce qu'il n'a pas su sa chance en équipe de Suisse? Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas fait oublier Seferovic, même lors de la Coupe du Monde. Donc finalement, l'argument, il a double tranchant aussi. Mais non, au moins, toujours, on peut le voir. à la place de on ne le voyait Seferovic, pas. on fait oublier Seferovic. Ouais, la Coupe du Monde, non. Gavranovic, je m'excuse. Mais du coup, qui va jouer à la pointe de l'attaque samedi? Seferovic? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui aussi. Vous l'avez dit, là, en plus, là, il vient de marquer. Donc, et ça a toujours été quand même le numéro 1 dans la tête de Petkovic. Il l'a soutenu, même quand ça n'allait pas. Tout le monde voulait quelqu'un d'autre. Gavranovic, on voulait le voir beaucoup plus tôt. Et il a fallu quand même un moment avant que Gavranovic revienne en équipe nationale. Donc, pour moi, à mon sens, ça sera Seferovic le titulaire. Mais je pense qu'en effet, Ajeti va avoir quelques minutes. Alors, si on donne un attaquant 5 minutes, Geoffrey est bien placé pour en parler, rentrer à la 86e d'un match, c'est compliqué pour un attaquant. Le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on juge assez vite la performance. Gavranovic à la Coupe du Monde, je me souviens d'une action très décisive contre la Serbie. Apparemment, ça lui a pas suffi pour dire que ça peut être une solution viable pour l'équipe suisse. Il faut laisser un peu de temps. C'est vrai que Seferovic, il en a eu beaucoup de temps.
peut-être que c'est aussi le moment de voir autre chose, mais comme tu l'as dit, c'est le joueur du système de Petkovic. Et puis je pense pareil qu'il va jouer, surtout que là il vient d'enchaîner 2 matchs et marqué. Donc voilà, pour l'instant il va jouer. Surprise, je mettrais presque Mehmedi. Parce que Mehmedi, il fait plus grand-chose, il rentre par-ci, par-là en championnat. Et franchement, peut-être que là, sur le plan offensif, dans un couloir, on n'aura peut-être plus trouvé quelqu'un d'autre que Mehmedi. On va parler des absents maintenant, si vous le voulez bien, parce qu'il y avait aussi pas mal d'attentes par rapport à cela. Alors, il y a ceux qui étaient prévisibles. Je pense à Lang, qui de toute façon est suspendu, donc Elvedi, Drmic, Dzemaili, Gelson Fernandez. Il avait annoncé sa retraite internationale dans les circonstances que l'on sait. Et donc, on l'a mis en tête de liste, Valon Behrami. C'est logique qu'il ne figure pas dans la... Voilà. C'est logique qu'il ne figure pas dans la sélection. Ça nous fait forcément dévier sur l'affaire Behrami. Quel regard vous portez sur cette situation un peu particulière de Behrami écarté, pas écarté, qui convoque la presse? Alors, on parle de l'affaire Behrami, mais j'ai surtout envie de vous dire que la vraie affaire, pour moi, c'est l'affaire des Aigles. C'est là que tout a été déclenché finalement et qu'il y a eu un processus, un effet boule de neige. Behrami, alors évidemment que lorsque vous connaissez le compétiteur et sa manière de jouer, j'imagine bien que lorsque Petkovic l'a appelé pour lui dire « Écoute, je vais te remettre au repos quelques matchs pour donner la chance à de plus jeunes », qu'il n'a pas dû forcément apprécier. C'est des professionnels, ils veulent jouer tous les matchs, qui plus est lorsque vous avez bien plus de 30 ans, comme c'est le cas de Behrami, il sent quand même un tout petit peu les dernières cartouches arriver. Donc, je pense qu'il l'a très mal pris. Maintenant, moi, je regrette quand même la manière dont on règle aujourd'hui les problèmes, parce qu'à peu de choses près, je crois que quart d'heure après le téléphone, Behrami se retrouvait déjà devant la télévision. C'est ce qui s'est passé. Mais donnez une autre version que ça. Parce que vous dites, alors, a priori, que Vladimir Petkovic lui a dit qu'il ne comptait pas sur lui pour les prochains matchs, et lui, un quart d'heure après, il dit à la RSI qu'il est viré, exclu de l'équipe nationale à titre définitif. Et il donne d'autres noms. Et il donne d'autres noms. Voilà. Steiner, Djourou. Et il donne d'autres noms. Fernandez. Non, Mais... moi, je pense que je rejoins un peu Steve et puis indirectement aussi Tim. Moi, je pense qu'il s'est fait un film, pour moi, très clairement. Je pense qu'il l'a appelé, en effet, pour lui dire... Petkovic a appelé, je pense, Behrami pour lui dire... Là, c'est une compétition où je veux voir justement des jeunes. Toi, je te connais, je sais ce que tu es capable. Il nous a montré, je pense qu'il fait un match exceptionnel contre le Brésil face à Neymar. Donc, il le connaît. Et il lui a dit, voilà, maintenant, je veux voir d'autres joueurs. Et je pense, dans sa tête, il s'est dit, oh là, il est en train de mettre de côté les vieux, parce que c'est ce que dit Tim. Dans son discours derrière, il dit que Lichtsteiner va parvenir, il dit que Djourou va parvenir, et il dit que Fernandez va parvenir. Dzemaili. Et puis, il dit Dzemaili aussi? Ouais, je crois. OK. Et on voit derrière que Lichtsteiner est toujours là, que Djourou est toujours là, et il n'y a que Fernandez qui, lui, avait déjà Gelson qui avait pris cette décision. Qui, dans la précipitation, du coup, annonce sa retraite. Exactement. Donc, pour moi, je pense que avec son mariage, avec Lara Goutte, je pense que tout est monté dans sa tête. Il s'est fait son film. Je vais être mis de côté, ça va être fini l'équipe nationale. Et puis, du coup, il s'est exclu tout seul de l'équipe nationale. Et à un moment, il faut le dire aussi que Behrami, dans sa communication, a été catastrophique. Parce que la première chose, et je finis avec ça, c'est que la première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle RSI. Et ça, je trouve... Tant mieux pour RSI, mais je trouve ça dommage. La vie du footballeur actif m'intéresse. Geoffrey, vous comprenez la réaction de Behrami? Est-ce qu'elle est justement trop excessive, comme on semble le dire? Bon, après, c'est de l'interprétation, on n'a pas d'infos, je précise bien. Je pense surtout que le problème, il est bien plus profond et que il n'est pas seulement... parce que si Behrami, c'est un vrai leader de cette équipe suisse, il est dans la sélection. Pour encadrer les jeunes, il y en a plusieurs des cadres dans cette sélection. C'était un leader, il n'est pas capitaine pour rien. À mon avis, Petkovic, malgré tout, il a quand même voulu le mettre gentiment dehors, ou en tout cas lui faire comprendre que c'était pas un des cadres vraiment de cette équipe. Et de par ses performances... Alors pourquoi lui donner le brassard lors du dernier match au Mondial? Quand je dis qu'il y a un problème plus profond, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas à l'intérieur du groupe. Peut-être qu'il a trop d'influence, je ne sais pas, aux yeux de Petkovic. Après, c'est vrai que le camp à Lugano aussi a montré des choses de Behrami, une mauvaise image de sa part par rapport au groupe. Voilà, est-ce qu'en effet... Mais c'est surprenant parce que j'ai pu entendre, alors je n'ai pas des sources personnelles, mais je lis la presse, qu'il avait un certain nombre de privilèges auprès de Petkovic. Notamment Lara Goutte qui avait pu
je crois, venir dans le camp suisse et la résidence, que les deux dames se côtoyaient très volontiers. Donc, les deux dames, vous dites? Quelles deux dames? L'épouse de Petkovic et l'épouse... J'avais peur que vous me disiez que Berami faisait venir deux dames. Mike, carton jaune. Mike, carton jaune, pouvez-vous le mettre. Et donc, on a le sentiment que c'est un joueur plutôt protégé, avec quelques privilèges. Et derrière, il y a une surréaction. Donc, est-ce que vraiment Petkovic, je l'ai dit avec gentillesse, pendant 2-3 matchs, tu es un joueur peut-être un peu facilement blessé, pense à ton championnat, tu reviendras, ou est-ce qu'il lui a fait comprendre qu'il le mettait au frigo? La thèse que Geoffrey évoque, je l'ai entendu aussi, que le clan Chaka Shaqiri... On peut l'entendre, en effet. Que le clan Chaka Shaqiri était plus forcément à l'aise avec le rôle de gros frère de Berami et que... Ce serait une des explications. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Disons surtout qu'avec le mondial qu'il a fait, je veux dire, en termes... les matchs contre le Brésil, il a été bon. Je veux dire, il a été dans l'exemplarité sur le terrain. Je veux dire, ça a été un vrai guerrier, ça a été relevé. Et puis si en plus vous dites qu'il avait des privilèges auprès de Petkovic, pardon, ça me paraît bizarre que ça aille aussi vite pour un problème aussi simple qu'un renouvellement. Il a pris un peu la lumière et ça a peut-être chagriné 2-3 de ses plus jeunes compatriotes. Ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible, Il n'y a pas eu que Berami, parce qu'il n'y avait eu que ça. Ça aurait été un été tranquille pour la SF. Si on va dans l'ordre, il y a effectivement l'Aigle, la célébration de l'Aigle, qui a déjà été tout part de là quand même. Un peu géré de manière étonnante. Les déclarations du secrétaire général concernant les binationaux. Donc là, vous étiez en plus là-bas, en Russie, Tim. C'est parti en sucette, carrément. Oui, mais on n'a rien vu venir. Avant le match contre la Serbie, je défie quiconque, que ce soit de la presse, les suiveurs de l'équipe de Suisse, de dire qu'il y avait un problème de cette équipe. Au contraire, on parlait d'unité, on parlait de stabilité, parce que les sélectionnés étaient les mêmes qu'à l'Euro. C'était une équipe qui se connaissait bien, Petkovic avait la main dessus. Jusqu'à la Serbie, je défie quiconque d'avoir vu surtout, on sortait d'une bonne performance aussi sur le terrain. Donc, en effet, les signaux étaient plutôt ouverts du côté de l'équipe de Suisse, c'est vrai. Et après, d'un coup, c'était l'apocalypse. Ouais. Donc ça a commencé effectivement par les Aigles. Ensuite, la fin du mondial, c'est aussi un peu en queue de poisson. Petkovic qui ne vient pas devant la presse pour faire un bilan. C'est fou, ça. C'était incroyable. Non, franchement c'était fou. Moi, en plus, je dois dire que j'avais des bons échos humains sur lui, de la part de son staff, de la part des joueurs et tout. Et là, c'est pas pour faire le journaliste envieux ou frustré ou je sais rien de parler autour. Mais c'est incroyable. C'était le seul des 32 sélectionneurs qui n'est pas venu le lendemain en disant... Mais indirectement, le chef de presse, il est autant fautif. Parce que s'il faut, il le prend par le col, puis il l'amène. C'est son travail. Je ne dis pas que c'est facile. Vous avez été chef de presse, vous savez ce que c'est, mais c'est pas facile. Mais à un moment donné, c'est son rôle. Il est sélectionneur d'équipe nationale. Il y a un match, il doit venir. Et le chef de presse doit faire son travail. À qui la faute? J'ai envie de vous poser la question assez franchement. Parce que voilà, on parle de Petkovic, on parle du chef de la com, on parle aussi de Claudio Sulzer, le délégué aux équipes nationales, on parle évidemment du président de l'ASF, Peter Giron. Le secrétaire général aussi. Le secrétaire général, tout ça. Donc à un moment donné, qui doit porter la responsabilité? Bon, il y en a un qui a sauté. Ouais, mais j'ai surtout envie d'être plutôt... J'ai plutôt envie d'être le défenseur d'une personne, parce que je l'ai toujours été sur ce plateau, c'est de Petkovic. C'est vrai qu'à mon avis, il fait une erreur professionnelle de ne pas se présenter à la conférence de presse. Mais est-ce que pour cette raison-là, parce qu'il n'a jamais été mis en avant pour ses qualités d'élocuteur et de personne de presse, finalement. Mais au niveau foot, il y a une qualification qui est admirable. On perd juste. Ensuite, il y a un mondial. Je ne vais pas être d'accord avec vous. Il y a un mondial qui est au départ excellent. J'ai envie de vous dire, puisque les problèmes étaient là, moi je trouve que c'est d'autant plus fantastique, alors qu'on a commencé à mettre le doigt sur la manière de jouer de l'équipe suisse lors de son dernier match contre le Costa Rica, en disant « ouais, bof », mais en attendant, il y a d'autres équipes comme la France qui fait un match plus que médiocre contre le Danemark, par exemple. Et derrière, on a une Suède qui a pris très peu de goals. Donc en définitive, la Suède qui était plutôt...
une équipe qui déjouait l'adversaire et qui a posé beaucoup de problèmes. Donc la Suisse aurait dû déjouer une équipe qui déjoue. Non, mais faire le match Suisse là maintenant. Vous parlez de coaching. Sur ce match-là, vous estimez qu'il a fait un bon J'ai dit qu'on refaisait pas le match. Là maintenant. Il y a des gens qui demandent sa tête par rapport à ce dernier match. Il a manqué de culot, il a manqué de ci et de tout. Mais pour un match, pour un seul match. Mais on en revient, s'il vous plaît, à l'histoire de Petko qui ne vient pas carton jaune. Voilà, carton jaune, si vous voulez. Il est là, tant qu'à faire. Ça fait partie du job, Geoffrey Tréant. Et vous le savez, là, par exemple, avec Neuchâtel, vous êtes dans une passe compliquée. Mais voilà, devoir faire face aux médias, devoir faire face au public, aux supporters, même si on est dans des situations qui ne sont pas forcément idéales, où on préférerait aller se planquer, ça doit faire partie du business. C'est sûr, oui, c'est sûr que c'est un devoir. Après c'est pas seulement, c'est aussi pour le public. Je pense que les Suisses, ils auraient aimé savoir connaître le bilan que leur sélectionneur faisait du mondial, ça c'est normal. Après, je sais pas à qui la faute, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Et le coach déjà, il doit prendre sur lui, il doit dire ok, moi je viens défendre mon bilan. Oui, mais après moi en tant que joueur, ça me dérange moins qu'en tant que suiveur ou qu'en tant que simple spectateur. Je veux dire. Voilà, il aurait peut-être dû. Maintenant, moi, je suis en tout cas pas autant virulent que vous. Après, je comprends tout à fait la réaction du journaliste qui attend ça, qui doit faire son article. C'est pas que le journaliste, c'est aussi les fans, c'est aussi ceux qui regardent à la télé le match. Si je prends mon exemple personnel en tant que Français, c'est vrai que... Champion du monde, 2 étoiles. Non, il faut arrêter avec ce mythe de l'étoile, on va en parler pendant 20 ans. Non. Non, c'est sûr qu'on aime bien avoir un petit bilan, voilà, savoir connaître pour le futur, si le sélectionneur il est content, s'il a envie de continuer, comment, voilà. Bien sûr. C'est sûr que ça fait plaisir. Après, voilà, c'est pas indispensable pour moi, c'est pas indispensable. Mais je m'excuse quand même. C'est pas qu'une question journaliste et sélectionneur. Je suis d'accord qu'il y a une partie de ma réaction qui est due au travail, mais il y en a une autre qui est quand même due au football. Quand on voit l'équipe de France, Didier Deschamps, aux conférences de presse, donc face au public, face à la France, il s'exprime. Quand on lui pose la question pourquoi c'est Giroud qui joue et pas un autre, il répond par des critères techniques. Vladimir Petkovic, je m'excuse, mais pour le suivre là depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans, chaque fois qu'on lui pose une question sur le jeu, une question tactique ou technique, il répond à côté. Et ça, c'est pas un manque de respect aux journalistes, on s'en fout des journalistes. C'est un manque de respect vis-à-vis des gens qui suivent l'équipe de Suisse. On a envie de savoir pourquoi il maintient sa confiance à Seferovic plutôt que de la donner à d'autres et il répond jamais à ces questions. Là, c'est ça, simplement. On avait de la peine à répondre pourquoi il ne prenait pas Benzema. Quand Petkovic compris, moi, si je devais stigmatiser un aspect qui est catastrophique au niveau de la SF et de l'équipe suisse, c'est la communication. Et aujourd'hui, on sait que la communication est une part très, très importante en général dans le monde. Parce que d'abord, il n'y en a pas eu. Le problème, c'est qu'on... Il y avait du mutisme. C'est qu'on vit dans un monde surmédiatisé, de surcommunication aujourd'hui, et les Suisses ne communiquent pas ou très très mal. Et ça passe pas. Et puis c'est pas nouveau, j'entends. Il y a eu l'histoire en 2004 avec Alex Frey qui avait craché dans le dos de Gerhard, où vous vous rappelez, non, c'est exclu, les dirigeants avaient défendu Alex Frey, alors qu'une télévision le montrait... en couleur, j'allais dire morceau blanc, en couleur, comme quoi il l'avait fait. En 16/9e. Ils sont surprivilégiés, alors que l'équipe de France, par exemple, a montré qu'on pouvait allier le succès avec une communication maîtrisée. Ouais. Ils avaient les journalistes avec eux, ça fait un film après, on peut l'aimer ou pas, mais ils avaient quand même une équipe de presse qui les a suivis tout le long. Les petits instantanés avec Dembélé, avec Mbappé pour la Coupe du Monde, on était proche de l'équipe de France en tant que suiveur, plus que de l'équipe de Suisse. Je dirais quand même une chose, c'est que oui, pendant la Coupe du Monde, ça s'est passé comme ça, il y avait ils étaient dans une super dynamique. Mais je sais que Pogba, les mois avant la Coupe du Monde, il a eu énormément de problèmes avec les journalistes. Encore maintenant, on va pas faire un l'équipe de France, mais beaucoup moins les journalistes français maintenant. Oui, mais on critique quand même beaucoup le jeu de l'équipe de France. On voit actuellement ce qui se passe entre Dugarry et Deschamps. Donc, la presse... Ils sont champions du monde. Donc, exactement. Là-bas, il est vite cloué. Ce que je veux dire aussi par là, il y a aussi beaucoup de critiques envers l'équipe de France. Ouais, mais c'est tout le monde. C'est pas propre à la Suisse. La communication, c'est difficile à gérer partout. Et tout le monde a ses problèmes. Je sais que le sélectionneur brésilien aussi, il en a eu à la fin de la Coupe du Monde. Neymar, il en a eu. Il y a eu une période, en effet, où ils n'ont pas parlé. Après, ils nous convoquent pour une conférence de presse
Ah, mais là, il y a eu un mea culpa général. Ah non, ils n'ont rien dit. Ouais, mais il y a quand même... rien passé. Enfin, c'est vraiment un peu bizarre. Il y a quand même une phrase que j'ai retenue de Peter Gilleron dans cette fameuse conférence de presse où il dit mon erreur, vraisemblablement, ça a été de ne pas être proactif. Et je pense qu'il a entièrement raison. Alors j'espère qu'ils en tireront les conséquences. Mais c'est vrai qu'on a minimisé ce match contre la Serbie. Et je pense qu'on aurait dû préparer un peu mieux les joueurs à ce match qui avait une dimension autre que simplement sportive, mais sociopolitique en fait. Ouais, c'est vrai, mais la gestion, par exemple, rien que de l'interview du secrétaire général, c'est une catastrophe. L'avant et l'après, c'est une catastrophe. Et que là derrière, il y a aussi, et je reviens à ce problème de communication en interne avec les joueurs. Là, il y a vraiment le bas qui blesse et j'espère qu'ils corrigeront. Messieurs, ça fait 25 minutes qu'on parle de l'équipe de Suisse et de l'ASF. On va quand même marquer une petite pause parce qu'on a encore beaucoup de choses à discuter dans cette émission. Donc on va s'accorder ce petit break avec notre coupeur de citron. Hey, Young Boys, c'est en Ligue des Champions. Vous savez, on parle tout le temps du salaire des joueurs. Ouais, Neymar il coûte 126 francs pour 2 minutes. Mais mardi, Guillaume Moirot, le mec, il a réussi à rapporter 30 millions aux Young Boys en 2 minutes. Mercredi, le FC Bâle, ils ont perdu. Ils voient l'Europe leur passer sous le nez. Ça me rappelle un truc, d'ailleurs. Je pense que c'est pas exagéré de dire que ça serait une faute professionnelle s'il passe pas. Bien vu, les gars. Et il y a l'équipe, la Dudelange, petite équipe de Luxembourg, qui a réussi un exploit. Ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue Europa. Dudelange, c'est une toute petite ville de 20 869 habitants. Le Stade Saint-Jacques, c'est 38 500 places. Le FC Bâle, c'est 100 millions d'euros de budget. Et le F91 Dudelange, oui, pas c'est le nom du club, hein, et ben eux, ils ont 3 millions d'euros de budget. Ouais, en fait, vous aviez raison, les gars. C'est clairement une faute professionnelle. À la fin de la saison dernière, il y a le FC Bâle qui félicitait Young Boys avec une pointe d'humour. Vous savez, dans le journal Blick, ils avaient mis une phrase « Prenez soin de notre coupe, on veut la retrouver en bon état ». C'est cool parce qu'ils n'auront pas trop à se creuser la tête. Hein. Je pense qu'ils vont utiliser la même image pour 2019. Vendredi, il y a eu LE derby suisse romand. Servette-Lausanne. Enfin, le derby suisse romand, c'est eux qui le disent. Alors faudra demander à Xamax et Sion ce qu'ils en pensent. Alors, gros match. Hein. 1-0 après 8 minutes pour Lausanne. Ensuite, Lausanne a joué à 11 contre 9 pendant 40 minutes. Et score final, 1-0. Ouh, quel derby! Ouais, on est quand même loin d'un Barça Real. Bienvenue sur Téléclub Zoom. C'est de l'émotion en direct avec des matchs gratuits. L'UEFA Champions League avec une rencontre offerte les mardis à 18h55. Une partie de l'UEFA Europa League chaque jeudi. La Braque.ch Challenge League tous les vendredis. La Serie A tous les lundis soirs. Sans oublier les championnats néerlandais, belges et écossais. Ainsi que du hockey sur glace avec la NHL, la Champions Soccer League et la Swiss Ice Hockey Cup. Téléclub Zoom, c'est de l'analyse avec des émissions pour ne rien manquer. Tous les buts. Les plus belles actions. Retrouvez l'essentiel du foot suisse et international dans nos émissions. Le ton additionnel qui suit chaque soirée de championnat. L'heure de jeu, c'est tous les dimanches. Et notre nouveau talk show, match après match, tous les lundis à 19h. On vous attend sur Téléclub Zoom.
19h30 pile et nous sommes toujours en direct. Vous avez choisi Téléclub, vous avez bien fait pour la deuxième partie de match après match. Le hashtag TCMAM sur Twitter ou encore notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. N'hésitez pas à aller commenter la photo que nous avons publiée tout à l'heure pour nous adresser vos questions et vos remarques en relation avec cette émission. La deuxième théorie maintenant avec les phases de groupe de la Champions League et de l'Europa League. Qui va passer? Qui va prendre la porte? Et on va commencer avec Young Boys, tout heureux de faire partie des grands cet automne. Les joueurs espéraient hériter d'un groupe relevé. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été servis. Juventus, Manchester United, Valence et donc Young Boys. Question délibérément provocante, je m'adresse à vous, Geoffrey. Les Bernois vont-ils marquer au moins un point dans ce groupe? C'est clair, à 100%, c'est sûr qu'ils vont le faire. Ça va être compliqué, ça va être des matchs compliqués, mais ils ont toutes les qualités. On a vu en Champions League que ça arrive. Hein. Bâle est allé gagner à City l'année passée, même si c'était un match retour et que l'équipe elle était fortement remaniée. Moi, j'y crois à fond. Ils ont le synthétique à la maison. Ils ont leur style de jeu. Ils vont pas chercher à changer. Ils peuvent faire mal sur quelques matchs. Alors, quelques points. Combien de points, alors, du coup? Tim? 3 ou 4. Moi, je suis convaincu je suis comme Geoffrey, je suis convaincu qu'ils vont faire des points. C'est assez rare. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé qu'il y ait une équipe qui joue avec du synthétique en Champions League. On n'en est pas sûr. On s'est posé la question et on n'a pas obtenu la réponse. Ouais, je réfléchissais au vitesse. Nordique, peut-être, je sais pas. Ouais, je ne retrouve pas là. Puis je me dis que eBay même. Ouais, franchement, ok, Manchester United, c'est un grand nom, c'est pas imprenable. Valence, c'est une équipe. Surtout l'actuel. Ouais, surtout l'actuel. C'est une équipe en phase de reconstruction, Valence, qui est aussi prenable. Et Juventus, ce sera plus dur. Mais moi, je pense qu'ils vont faire des points. Est-ce que ça sera suffisant du coup pour passer? Ça, c'est encore l'autre question. Prendre des points, c'est bien. Pour passer. En Ligue des Champions? Oui, tant qu'à faire, on commence déjà par l'échelle d'en haut. Est-ce qu'on arrive à finir dans les deux premiers avec... Moi, je pense quand même pas. Je pense quand même pas. Par contre, moi, je les vois pourquoi pas aller chercher quand même cette troisième place. Ça va être l'objectif. Ça va être forcément très difficile, mais en effet, l'actuel Manchester United ne fait, à mon avis, ne doit pas faire peur à ce Young Boys-là. On ne sait pas. Peut-être que si Mourinho n'est plus là, ça changera. Il faut savoir que Mourinho n'a encore jamais gagné en Suisse. Il a joué 2 fois en Suisse. 2 fois, il a perdu contre le FC Bâle. Donc il peut encore venir en Suisse et perdre du côté de... Jamais 203, comme on dit. Et puis Valence, c'est en effet une équipe qui se reconstruit, qui a beaucoup de moyens, par contre, qui a fait un gros mercato, qui a pris de très bons joueurs, notamment devant. Mais moi, je les vois, par exemple, tout à fait gagner contre Manchester à domicile et pourquoi pas même gagner contre Valence aussi sur le terrain synthétique du Stade de Suisse. Alors, moi, c'est vite vu. Hein. J'ai un groupe WhatsApp avec des potes où on a fait déjà quelques paris. J'ai mis 4 points. 3 points contre Manchester United le premier match, parce que ces dernières années, les Anglais nous ont convenu, en Suisse, notamment par rapport au FC Bâle. C'est le terrain synthétique. On voit que United n'est pas dans la meilleure de ses formes. Ce serait peut-être même fantastique que ce soit le dernier match de Mourinho, puisqu'ils vont le perdre. Et puis, j'ai mis 1 point... Quoi, vous l'aimez pas? Non, j'ai rien contre ça. Non, mais ce serait spectaculaire quand même. Et puis, derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais il faudra attendre le dernier match contre la Juve, qui, à mon avis, sera déjà qualifié, qui va peut-être faire tourner son effectif au mois de décembre en Suisse. La Juve, même si elle fait tourner, ça reste quand même un effectif de qualité. Hein. Quand on voit ce qu'il y a sur le banc actuellement, un Dybala, il joue pratiquement pas à la Juve actuellement. Mais en fait, j'espère me tromper sur ces 4 points et puis qu'ils en fassent plus, mais ça me paraît très compliqué. Les Espagnols sur synthétique, je pense que ça va quand même jouer, même s'ils n'ont pas... Mais c'est technique. Hein. Et puis la Juventus, on sait quelle... À l'extérieur, je pense que ça va être dur quand même là pour eBay. Mais c'est là où ça peut peut-être leur permettre de faire des points pour se qualifier pour l'Europa League, voire peut-être pour les 2 premiers. Mais à l'extérieur, je pense que ça va être compliqué par contre pour eBay. Hein. Au-delà de ces considérations de points, je trouve que c'est fantastique qu'eBay soit là. Magnifique. C'est un plateau extraordinaire. Et puis surtout, ça donne tout son sens à ce qui est fait depuis 2 ans, où il y a une politique qui est réfléchie, qui est intelligente, avec un directeur technique qui fait des miracles. On parle toujours du directeur technique de Thun, mais parlons de Spicher, qui fait vraiment du bon job. Ouais, c'est toute une cellule aussi, qui est derrière lui. On connaît très bien Stéphane Chapuisat, il y a aussi Gérard Castella au niveau du mouvement junior. Non,
Alors autant je me réjouis de l'émergence de IB, autant je regrette honnêtement aujourd'hui le catastrophisme balois, quoi. Ça, on en parlera tout à l'heure. Pour en revenir à Young Boys, ils vont devoir quand même gérer tout cela, les émotions, les matchs, parce que voilà, ils vont forcément laisser de l'énergie dans cette compétition-là. Et il ne faut pas oublier le pain quotidien, comme on dit toujours dans ces cas-là, le championnat. Alors aujourd'hui, ils ont tellement de marge dans le championnat de Super League que je pense qu'ils peuvent laisser quelques forces le mercredi soir en Ligue des Champions. Et puis, ils n'auront absolument rien à perdre. Ils n'iront pas... Ouais, c'est ça le mot, c'est qu'ils n'auront rien à perdre. Et c'est pour ça que je pense qu'ils vont jouer libérés. Et je me fais pas de soucis. Il y aura peut-être une ou deux valises, mais il y aura un ou deux exploits. D'ailleurs, Guillaume Moreau l'a dit hier sur le plateau de Canal+. Ils vont signer un contrat avec Samsonite pour pouvoir ramener pour les valises. Mais est-ce qu'ils vont vraiment prendre des valises? Parce que défensivement, c'est quand même assez solide, Young Boys. Alors oui, certes, quand vous avez Ronaldo et consorts en face de vous, ça va aller dans tous les sens. Je dirais que c'est pas leur point fort quand même, hein, Mike. Parce que la défense centrale, notamment Vutriche, je pense que c'est un peu quand même limité. Là, quand on parle maintenant de Ligue des Champions, je pense que Steve Van Bergen, lui, peut, avec son expérience, bien se placer, bien lire le jeu adverse. Mais Vutriche, moi, je trouve que c'est quand même un ton nettement en dessous, là. Maintenant, la différence, c'est l'expérience. Nicolas Emenegre, notre collègue, nous disait très justement, il n'y en a que 3 qui ont déjà joué la Ligue des Champions dans ce groupe-là. C'est peu. Et encore, il n'y en a pas beaucoup de matchs. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Même Guillaume Moreau, par exemple, n'a pas joué beaucoup de matchs et il a déjà joué avec le PSG. Je crois que c'est Souleymani qui a le plus de matchs du côté de IB. Donc ça, c'est peut-être un point qui, en effet, ils vont découvrir la Ligue des Champions, ils vont découvrir tout ce qu'il y a autour de cette grosse manifestation. Et c'est peut-être le point un peu négatif pour IB, ça sera le manque d'expérience. Qu'est-ce qui va peut-être justement permettre à IB de créer la surprise, de se sortir de ce groupe? La cohésion qu'ils ont, la stabilité qu'ils ont depuis quelques années. Ils ont perdu finalement qu'un joueur majeur au Mercato, c'est nous. Mbabou est resté, Assalé est resté. En défense centrale, justement. Voilà. Moi, je pense qu'ils peuvent faire bonne figure sans se qualifier, mais 3-4 points, j'y crois. Par contre, moi, je suis convaincu qu'ils vont le payer en championnat. Parce que les années précédentes, ils bazardaient l'Europa League. Le jeudi, ils la jouaient devant stade vide avec les remplaçants. Ils se sont fait éliminer en phase de groupe à chaque fois. Et ils gardaient les forces pour le championnat. Là, je pense qu'ils ont aussi le contingent pour tourner un peu en championnat. Et je pense que celui qui jouera peut-être pas en Ligue des Champions aura peut-être un peu de fraîcheur, d'envie de montrer qu'il a envie de jouer en Ligue des Champions. On a vu par exemple, entre les 2 matchs de Zagreb, c'était contre vous, justement, Geoffrey, ils ont fait tourner. Ouais, 7 changements, je crois, de mémoire. Ouais, ils ont fait tourner et ça a suffi. On a vu qu'il y avait des joueurs comme Bertonnet, qui étaient des titulaires aussi en puissance, qui a une grande expérience dans la Super League. Ils ont des bons jeunes. Ils ont Nsamé qui ne joue pas. Et puis Nsamé, l'année passée, même en jouant, je ne sais pas s'il a joué la moitié des matchs, il a marqué des buts décisifs. Pour moi, ils en perdront peut-être quelques points, mais ça se jouera... Mais vous avez raison, ils ont une certaine marge quand même avec cette équipe numéro 2, entre guillemets. Ça ne sera pas l'équipe type, c'est clair, mais je pense qu'ils ont montré, même en tournant l'effectif, en étant un peu fatigués, même à Sion, ils ne font pas un grand match, mais au final, ils le gagnent 3-0. Voilà. Donc, ils ont cette marge qui leur permet quand même de gagner des points, de gagner des matchs, puis peut-être tout d'un coup de faire un bon match nul à Saint-Gall, tout d'un coup, par exemple. Moi, je pense qu'ils vont perdre quelques plumes, mais pas suffisamment pour voir les adversaires revenir sur eux. Surtout le problème, c'est que les adversaires, eux, en perdent encore plus tout le temps. Ouais, c'est ça. Ils se bouffent entre eux un peu les poursuivants, là. Ce qui est intéressant quand même, c'est que parfois, dans l'ancienne Ligue des Champions, tu prenais un Tupolev pour finir ton voyage, d'accord, en avion. Là, c'est Juve, Valencia United, c'est quand même des petits déplacements. Ils vont pas perdre d'énergie. Des fois, tu allais au fin fond de la Russie, c'était un petit peu particulier. Tim, il trouve ça sympa, lui. Ouais, Tim, fin fond de la Russie. Moscou, ça va, c'est 3 heures d'avion. Ouais, mais des fois, il y a des équipes un peu plus loin. Non, mais ça, c'était il y a très longtemps. Ouais, Tim va vous expliquer, va vous faire un cours de géo de la Russie d'ici peu, quoi. Bon, allez, comme chaque année, il y a un groupe de la mort. Il y en a peut-être même 2, du coup, cet automne. Vous allez devoir vous mouiller, messieurs, et puis me dire qui va passer et surtout qui va se prendre le mur. Alors, le premier groupe qu'on a sélectionné pour vous, et votre avis m'intéresse, groupe B, Barcelone, Tottenham, Eindhoven et Inter. Qui va se qualifier et, moi, c'est le plus relevé. Et qui va se faire sortir? Moi, c'est très simple, j'ai mis ce classement.
Barcelone, Tottenham, Eindhoven, l'Inter. L'Inter 4e, carrément. Ouais. Oui. Ça me paraît pas mal. Tim, il analyse. Pour moi, le PSV est en dessous. Des 3 autres, c'est une jeune équipe qui manque un peu d'expérience. Je ne t'ai pas trouvé extraordinaire contre le Bate Borisov. Après, moi, je pense que ce sera serré entre les 3 de devant. Je ne vois pas Barcelone faire un carton plein. Et je dirais Tottenham, Barcelone, Inter, dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là, ok. Geoffrey, qui est sur le carreau dans ce groupe très sur relevé. Le carreau, pareil, moi je pense que le PSV, sera dernier. L'Inter a quand même un passé européen et une aura qui leur permettra de... Ouais, mais ils ont quand même des sacrés joueurs. Une équipe qui s'est quand même pas mal renforcée. Ouais. Et là, ils ont un peu de peine en début de championnat, mais ça va, je pense que ça va assez vite tourner. Et en tout cas, ça suffira pour finir 3e. Ils sont un petit peu dépendants de Nainggolan, puisque Nainggolan notamment a raté les 2 premiers matchs. Ils ont fait 1 point en 2 matchs, notamment à domicile, avec ce point obtenu contre le Torino. Et puis, il est revenu au jeu. Il a joué son premier match ce week-end. Ils ont gagné 3-0. Et il s'est de nouveau blessé. Donc voilà, pour l'équilibre de l'équipe, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a l'air déjà Nainggolan dépendance. Et le PSV, par contre, il a dit Tim, et moi c'est ce que j'aime chez cette équipe, c'est que c'est extrêmement jeune, ça va vite, c'est de la technique, c'est le jeu un peu néerlandais qu'on a apprécié il y a quelques années en arrière. Et moi, je les vois tout à fait alors passer devant l'Inter. Et puis le Barça, eux, maintenant, leur objectif, c'est vraiment la Ligue des Champions cette saison. Ils ont une armada offensive exceptionnel avec, je crois, un Messi devant encore qui est par là, qui met 2-3 buts parfois. Ils en ont mis 8 ce week-end. Voilà. Donc moi, je les vois se concentrer, par exemple, sur la Ligue des Champions et même aller au bout. Alors, Barcelone... Non. Barcelone... Il ira à une autre équipe. Barcelone-Eindhoven, d'ailleurs, je vous le dis déjà, ce sera le premier match que nous vous diffuserons sur Téléclub dans le cadre de cette Ligue des Champions, puisque, vous le savez, vous pourrez suivre tous les matchs en direct sur Téléclub. Donc Barcelone-Eindhoven, ce sera le mardi 18 septembre. On prendra l'antenne dès 18h30 et ce sera sur Téléclub Zoom, notre chaîne gratuite. Un autre groupe qui est pas mal du tout, qui a de la gueule, on peut le dire. Le groupe C, Paris Saint-Germain, Naples, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Les derniers. Là aussi, qui va finir devant et qui va se retrouver éliminé? Conseil vous, Steve? Moi, je me lance. Je vais mettre Liverpool premier. PSG 2e, Naples 3e et puis Belgrade bon dernier. Tim. Vous êtes obligé de faire remonter un peu l'Étoile Rouge là. Oui, j'aimerais. Je ne vais pas le faire malheureusement. Mais je suis déçu pour l'Étoile Rouge de ce groupe parce que je pense que dans un autre groupe ils auraient pu surprendre et passer. Mais là c'est trop relevé. Paris devant. Liverpool ou Naples? Liverpool, Naples, l'Étoile Rouge. Ok, donc Paris-Liverpool, a priori. Ouais, alors moi, je vais mettre aussi Liverpool premier, je vais mettre le PSG deuxième, Naples troisième, et puis l'Étoile Rouge dernier. Mais il faut quand même noter que c'est un groupe où les matchs à l'extérieur pour le PSG, c'est assez excitant. Hein. Vous allez à Naples, vous allez à Liverpool et à Belgrade. C'est 3 ambiances extrêmement chaudes, ouais. Et ça, franchement, c'est sympa. Geoffrey? Je pense aussi Liverpool premier. Surtout parce que le premier match, c'est Liverpool-PSG à Anfield. Et ça va faire bizarre au PSG, je pense. Carte de membre en Marseille ou bien... Pas du tout. Non, j'ai pas de club de cœur. Ce qui est intéressant, il dit ça. C'est que pour une fois, le PSG a aussi un groupe un peu relevé d'entrée, ce qui n'a jamais été vraiment le cas. Et ils attendaient souvent ça pour pouvoir vraiment se tester, pour aller plus loin. Donc on verra. S'ils sortent déjà du groupe, ça sera peut-être un bon test pour eux. Au mois de novembre, il y aura un Étoile Rouge Belgrade-Liverpool qui risque d'être assez intéressant parce que Shaqiri, il va se retrouver à Belgrade. Ou pas. Il y aura peut-être une blessure diplomatique, là, tout d'un coup. En tout cas, le retour de Shaqiri en Serbie, ça pourrait être assez intéressant. Oui, ces minutes actuelles de jeu, s'il n'y va pas, c'est pas très grave. Non, c'est vrai. On en a terminé avec la Champions League. On va quand même parler un tout petit peu du FC Zurich en Europa League, avec ce groupe Bayer Leverkusen, Ludogorets, le champion de Bulgarie, et puis Larnaca, équipe chypriote. C'est pas très sexy. J'ai envie de vous dire, messieurs, vous me dites oui ou non. Ce groupe est largement à la portée des Zurichois et ils doivent donc se qualifier. D'accord, pas d'accord? Non, pas du tout. Tim? Pas du tout. Alors, pour moi, je voulais que vous me disiez non, justement. Ouais, alors, je vois pas comment ils peuvent passer. Carrément. Non, Leverkusen, Ludogorets, c'est plus fort.
Franchement, Ludogorets, c'est un habitué de l'Europa League, il passe à chaque fois. Et même de la Champions League. Et même la Champions, moi, je ne vois pas dire que déjà les gagner là-bas, ou même les battre ici, pas une seconde. Aucune chance à Team, qui est bon pronostiqueur, je le rappelle. Vous avez dit largement, hein, dans vos ouais, mais enfin, ou se qualifier, quoi. Ouais. Donc, si la troisième place était qualificative pour quelque chose d'autre, je vous dirais la troisième place. Parce que le problème, c'est qu'en effet, Leverkusen, même si ça commence difficilement, hein, 2 matchs de défaite en Bundesliga, les clubs chypriotes, on ne va pas dire grand-chose, hein, parce que cette temps-ci, on n'a pas vraiment de choses à dire. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète plus, ce n'est pas les 3 adversaires, c'est le FC Zurich actuel. 4 matchs, aucune victoire pour l'équipe zurichoise et un seul but marqué. C'est la pire attaque de Super League, le FC Zurich, avec 5 buts. Et puis, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Hein. Je vous sur Mike. Geoffrey, est-ce que Zurich va s'en sortir de ce groupe? C'est compliqué à dire, mais je pense comme team, Leverkusen, c'est intouchable pour un club suisse qui est pas IB aujourd'hui. 2 matchs 0 points quand même. Ouais, ça reste la Bundesliga. Mais ensuite, Ludogorets, ouais, dernièrement, ils ont fait ils ont une expérience européenne dernièrement. Ils ont joué Paris, bien sûr, ouais, tout à fait. Si je ne fais pas erreur, Arsenal. Ils sont champions de Bulgarie depuis 8 ans, donc ils jouent la Ligue des Champions chaque année. C'est pas mal aussi. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et c'est possible que ça arrive dans ce groupe, c'est possible. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, d'autant plus qu'une équipe suisse en Europe, de toute façon, il faut que toutes les étoiles soient alignées pour passer. Ceci étant dit, j'ai un espoir, c'est que Zurich, lorsqu'il était en Challenge League, avait fait une très belle campagne européenne et peut-être qu'ils arriveront à se transcender. Ludogorets avait joué dernièrement contre Bâle en Ligue des Champions, en phase de groupe. Vous vous en rappelez? Bien sûr. Vous vous rappelez des scores? Bâle avait gagné là-bas. Non. Je pense qu'on gagne. On a pris Team en défaut. 2-1 là-bas. Je pense qu'il gagne 1 et 0-0. Okay. Donc Bâle n'avait pas gagné contre Ludogorets. J'ai vu le match à Bâle, c'est vrai que c'était... Je suis d'accord que Zurich a fait une bonne campagne il y a 2 ans, mais la dernière fois que le club suisse sort des poules, si je ne dis pas de bêtises, c'est Sion. Avec Liverpool et Bordeaux. Et Rubin Kazan. Mais depuis, aucun club suisse est sorti des poules, si je ne dis pas de bêtises. Non, je pense que vous avez raison. En tout cas, l'année passée pas, ça c'est sûr. Pas non plus. Donc, les phases de groupe d'Europa League, c'est assez haut pour les clubs suisses. Ouais, puis, encore une fois, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est même pas le groupe. C'est le FC Zurich actuel qui est décevant, qui a perdu 2 attaquants, qu'on a récupéré un de Lugano qui est très jeune, qui va encore se développer. Et là, c'est quand même une compétition européenne avec des adversaires relevés. Donc, moi, encore une fois, ils peuvent sortir de ce groupe. Ils peuvent sortir, mais pas le FC Zurich qu'on voit actuellement. En plus, c'est vrai que, je le disais, le groupe n'est pas très sexy, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est compliqué de faire venir du monde au stade quand vous avez en face de vous Ludogorets ou l'Arnaca, hein, sans manquer de respect évidemment aux équipes, mais c'est pas vendeur, malheureusement. C'était le problème d'IB ces dernières années aussi. Quand il joue des adversaires, moi je trouve, comme le Dynamo Kiev, Partizan de Belgrade. Mais pour vous, c'est normal, vous adorez ça. Oui, mais le stade était vide quand même. Puis je comprends les gens qui ont pas envie de passer leur jeudi soir à aller voir... des clubs de l'Est, peut-être, mais c'est vrai que cette Europa League n'est malheureusement pas très attractive. Bon, voilà, comme nous l'a signalé notre coupeur de citron, c'est l'heure, c'est la fin du temps réglementaire. On entre donc dans les 5 minutes additionnelles avec quelques petites questions pour vous, messieurs. Question d'actualité, Mauricio Iacobacci est-il en danger? Christian Constantin réfléchit, en tout cas, c'est ce qu'on a pu lire aujourd'hui. Oui, et puis en plus, habituellement, Christian Constantin, lorsqu'il se sépare d'un entraîneur, utilise les pauses de l'équipe nationale. Donc, non, il est vraiment en danger, clairement. Pour répondre à votre question, c'est oui, il est en danger. On sait déjà comment ça s'est passé durant cet été, donc le contrat soit déjà signé entre le FC Sion et Mauricio Iacobacci. Maintenant, encore une fois, on voit la campagne de transfert. Sur 12 transferts, il y en a 9 qui sont âgés entre 18 et 22 ans. Il y a même un bruit qui dit que Tramezzani serait de... Il faut prendre du temps, il faut laisser le temps. Geoffrey, je ne voudrais pas vous mettre en porte-à-faux pour parler de Sion, mais j'allais le dire si vous allez vous exprimer... Non, en tant que joueur actif en Super League, je peux pas me permettre de commenter l'actualité du FC. Mais ça, il n'y a pas de problème. Des fois, il y a des silences quand Island. Mais Tim, lui, il a un avis, ça c'est clair. Ouais, j'ai un avis. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu le président au téléphone aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il dit? Si la question est est-ce que Iacobacci est en danger, la réponse est oui. Oui, ça c'est clair. Ouais, mais il réfléchit, il n'a pas la réponse. Il réfléchit, mais il fait quoi? Il cherche en réfléchissant? Il cherche un successeur? Non, il se demande s'il doit changer, il se demande comment améliorer son équipe. Le marché des transferts est fini, y compris le marché suisse qui est nouveau cette année. Donc il ne peut plus changer les joueurs. Il dit toujours si je ne peux pas changer les joueurs, je change d'entraîneur. C'est vrai, Tramezzani. Je rappelle qu'il est encore sous contrat, Tramezzani, il est payé. Et puis, comme ça,
que Raphaël Vicky et Murat Yakin sont sur le marché. Il y en a quelques-uns, effectivement, qui sont sur le marché. Peut-être bientôt aussi José Mourinho sur le marché. Est-ce qu'il est en danger parce que son début de saison avec Manchester à mi-septembre. est loin d'être... Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il est en danger, Mourinho? Oui, aussi. Il est très en danger. Parce que c'est assez intéressant, il est actuellement en conflit avec des personnes du board du côté de Manchester. Lui, Mourinho, ne veut plus de Martial. Que vient de faire le board? Il vient de proposer une prolongation de contrat à Martial. Donc actuellement, c'est une guéguerre entre lui et ses dirigeants. Et je pense qu'en effet, s'il enchaîne les mauvais résultats, ça va sauter. Le seul problème, c'est qu'il est sur contrat jusqu'en 2020. Laurent. 3 titres. 3 titres. Et Geoffrey, là, il peut parler. Il peut s'exprimer sur Manchester. Je connais un petit peu moins José Mourinho. Non, alors pour moi, vous l'avez eu comme coach. Très honnêtement, ça serait une très grande surprise. Par le passé récent, depuis que Ferguson est parti, ils ont eu beaucoup de problèmes avec leur coach. Et avec Moyes, c'était bien pire que maintenant. Et ils ont attendu la toute fin de saison pour le mettre dehors. À mon avis, ça fait vraiment pas partie de leur culture et c'est vraiment important pour eux. À mon avis, à moins qu'il y ait un problème énorme, mais il va gagner quelques matchs en Première Ligue, il va gagner quelques matchs en Champions. Est-ce que ça suffit pour Manchester? Ils vont on pas, sait que la troisième avis, année avec Mourinho, c'est toujours compliqué. Il ne lui comprend pas la tête avant longtemps. Ouais, je ne suis pas aussi optimiste que vous. J'ai encore une question, on l'a aussi brièvement évoqué tout à l'heure, c'est le FC Bâle, éliminé donc en barrage de l'Europa League. On disait sur ce même plateau la semaine dernière que si Bâle ne se qualifiait pas, on pouvait qualifier ça d'une faute professionnelle. Est-ce que les Bâlois ont fauté professionnellement? Non, parce qu'ils sont mauvais. Pour moi, ils sont mauvais. C'est la misère actuellement. Mais ça fait quelques temps quoi, que c'est pas bon. Quoi, et que... Mais malheureusement, je le regrette parce que s'il y avait eu 2 équipes qui se tiraient à la bourre dans notre championnat, ça aurait été vraiment chouette. Quoi. Mais là, ils sont rentrés dans le rang. Ce qui était étonnant, c'était l'attitude. J'ai trouvé ce manque de révolte au retour là-bas. Après, on sous-estime toujours un peu les clubs chypriotes, j'ai l'impression. C'est pas la plus grosse humiliation de l'histoire du foot suisse non plus de sortir contre un peu lent. Mais c'est plus l'attitude qui était dérangeante. Je trouve ce manque de révolte. Non, moi je pense que ça reflète parfaitement ce qui se passe à Bâle actuellement. C'est que ça va actuellement dans les mauvais sens. Les choix sont extrêmement mal faits à l'interne, au niveau sportif, au niveau administratif. Voilà. Nous, on aimerait beaucoup entendre une fois peut-être le président du FC Bâle. Ce serait intéressant d'avoir sa vision sur ce qui se passe actuellement, parce qu'il y a des choix, encore une fois, d'après nos informations, ils ont fait des choix à l'interne en se séparant de personnes qui, pour nous, c'est assez surprenant. La cellule de recrutement a été réduite. On met un jeune directeur sportif, mais on le critique déjà tout de suite, on veut déjà s'en séparer. On met un jeune entraîneur, on met des jeunes joueurs, mais on ne laisse pas le temps à ces gens-là de faire leurs armes. Donc franchement, je ne comprends pas du tout la politique actuelle du FC Bâle. Est-ce que Bâle fait moins peur que par le passé, justement, quand vous les affrontez? Voilà, on n'est plus dans cette crainte qu'il pouvait y avoir il y a encore quelques années. Quand on se rapproche du match, je dirais que IB a un peu pris cette place d'ogre un petit peu, où là, on a vraiment rien à perdre. C'est vrai que ça a un petit peu changé. Maintenant le FC Bâle, ça reste le FC Bâle, et puis ça le restera encore quelques temps. Un résultat contre le FC Bâle, ça reste plus valorisant qu'un résultat contre une autre équipe. Vous n'avez pas dit le contraire, vous avez fait un point contre. Ouais, vous avez fait un point contre. Bon, c'est vrai. Vous venez de virer le coach, en l'occurrence. Raphaël Nuzzolo, qui a 35 ans, à la fin du match, il était super heureux qu'on ait pris un point en fin de match, qu'il ait marqué en fin de match. C'est normal, il perdait toujours le titre avec IB. C'est pas le cas pour tous les matchs. Il perdait toujours le titre quand il était à IB. Après, il y a ce petit côté jaune et noir qui doit ressortir un petit peu. Comme les maillots d'échauffement. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À très bientôt, team. Je ferai petite pause méritée, la coupe, et puis voilà. On va y aller là. On va redoubler d'efforts. Allez, faut mettre quelques points pour. Match à 6 points, faudra y aller là. Et on vous suivra évidemment avec beaucoup d'attention. Steve Laurent, à tout bientôt sur ce même plateau. Plaisir, de Téléclub. C'est très calme cette semaine, hein. Je dois bien vous le dire. Sur Téléclub, il y aura comme du hockey sur glace avec la Champions Hockey League. Et puis match après match revient évidemment lundi prochain. Très belle semaine à vous. À bientôt. Salut.